Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un corpus documentaire absolument fascinant qui s'intitule L'invention du passé, l'architecture de l'Empire Han. Bonjour, oui, je suis vraiment ravie de me plonger dans ces archives avec vous aujourd'hui. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, elle est monumentale. Il s'agit carrément de découvrir comment une seule dynastie a littéralement forgé la structure millénaire et l'ADN même de la civilisation chinoise. C'est ça, on a souvent cette image des grands empires antiques basés uniquement sur des conquêtes territoriales sans fin. Les grandes batailles, les murailles inaffranchissables, tout ça. Exactement. Mais les sources qu'on a sous les yeux racontent une toute autre histoire en fait. C'est l'histoire d'une ingénierie politique, intellectuelle et même culturelle, d'une précision chirurgicale. Ouais, c'est pas juste tracer des frontières sur une carte, quoi. Pas du tout. C'est la construction d'un véritable système d'exploitation culturelle. Et il faut bien remettre les choses dans leur contexte. La dynastie Han, elle émerge des ruines de l'Empire Chine. Et l'Empire Chine, c'était vraiment la force brute. Une machine militaire spectaculaire mais extrêmement éphémère. Du coup, le défi pour les Han, c'était plus vraiment de conquérir de nouveaux territoires. Non, le territoire était déjà là. Le vrai défi, c'était de perdurer. Comment on transforme une force martiale, qui est par nature très instable, en une bureaucratie éternelle? Comment faire en sorte que l'idée même de l'Empire devienne une évidence absolue pour des millions de gens? Bon, décortiquons ça. Parce que pour bien saisir ce basculement vertigineux, il faut vraiment s'imaginer l'ambiance juste après la victoire. Les armées se calment, les généraux se regardent, et d'un coup, paf, il faut gérer un continent entier. C'est le vertige de la paix en quelque sorte. C'est ça. Et il y a cette citation incroyable dans nos sources, attribuée au conseiller Lu Jia. En fait, il s'adresse au fondateur de la dynastie, l'empereur Gaozu, qu'on connaît aussi sous le nom de Lu Bang, et il lui lance carrément « Vous avez conquis l'empire à cheval, mais pouvez-vous le gouverner à cheval ?» C'est une phrase tellement audacieuse. Ah mais elle est foudroyante de lucidité. L'épée c'est génial pour s'emparer d'un trône à court terme, mais c'est totalement inutile pour collecter des impôts ou éduquer des générations. Ce qui est fascinant ici, c'est la profondeur de la réponse philosophique qu'ils ont apportée à ce dilemme très pragmatique. Pour arrêter de gouverner à cheval, les Han ne se sont pas juste contentés de pondre de nouvelles lois. Ils ont élaboré une vision du monde complète. Une sorte de théorie globale du développement humain, non? Mhm. Tout à fait. On pourrait presque comparer ça au concept de la fin de l'histoire. Ils ont conceptualisé l'histoire en 3 étapes, d'une rigueur implacable. La première, c'est la survie. Là, on a les sages antiques, ces figures mythiques qui inventent la base de la civilisation, genre l'agriculture, le feu, les toutes premières lois. L'essentiel pour pas mourir, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième étape, la culture. Là, des rois fondateurs arrivent. Le roi Wen ou le duc de Zhou, par exemple. Et eux, ils instaurent les rites, l'éducation, les codes sociaux complexes. Ok, donc on passe de la survie à la vie en société. Et la troisième? La troisième, c'est la perfection. Et elle est atteinte lorsque Confucius apparaît et compile les canons définitifs de la sagesse. Et c'est exactement là que la grande bascule idéologique opère. Parce que, quand on y réfléchit bien, pour notre esprit moderne, c'est vertigineux. Si la perfection a déjà été atteinte dans le passé, Alors, le progrès est terminé. exactement, le progrès, cette quête frénétique d'innovation qui nous obsède tout le temps aujourd'hui, pour eux, c'est achevé. Le but de l'État n'est plus du tout d'inventer de nouveaux systèmes politiques. Le but ultime, c'est la préservation éternelle de ce qui a déjà été accompli. C'est un changement de paradigme total. On passe d'une dynamique d'expansion guerrière à une dynamique de stase idéalisée et sacrée. Mais bon, décréter cette stase sur un territoire immense, c'est une chose, la maintenir, c'en est une autre. Il leur fallait un contrôle quasi absolu sur le monde des idées. Et là, on a une figure centrale qui apparaît dans nos documents, le lettré Dong Zhongshu. Sous le règne de l'empereur Wu, oui. C'est ça. Et Dong Zhongshu, c'est vraiment le grand architecte de ce qu'on peut appeler un monopole idéologique d'État. Parce qu'avant ça, sous la dynastie Zhou, il y avait une multitude de philosophies divergentes qui se faisaient la guerre, intellectuellement parlant. Une vraie foire aux idées, oui. Le génie de Dong Zhongshu, ça a été de créer une vaste synthèse, une sorte d'entonnoir idéologique. Il a pris diverses conceptions cosmologiques et morales, il les a fusionnées, mais avec une modification chirurgicale indispensable pour le pouvoir. Il a expurgé le concept du droit de rébellion. Le fameux droit de rébellion, celui de Mencius, hein. Exactement. Mencius disait que si un souverain était injuste ou cruel, il perdait le mandat céleste. Et donc, le peuple avait le droit moral, et même le devoir, de le renverser. C'est sûr que quand tu viens de fonder une dynastie que tu veux éternelle, c'est pas le genre de petite ligne contractuelle que tu as envie de laisser dans les manuels scolaires. C'est clair. C'est un peu comme publier les règles d'un jeu de société, mais en retirant discrètement la seule règle qui permet aux autres de te virer de la partie. Pour la cour, c'était une question de survie absolue. En enlevant cette épine du pied impérial, la doctrine confucianienne devenait parfaitement compatible avec l'autoritarisme centralisé. L'obéissance qu'un fils doit à son père devenait la métaphore parfaite de l'obéissance inconditionnelle due à l'empereur. Mais il a bien fallu faire appliquer ça concrètement, non? Bien sûr, et c'est institutionnalisé très vite. En 124 avant notre ère, on crée l'université impériale, la Taixue. À partir de là, le confucianisme n'est plus une belle philosophie parmi d'autres, c'est l'unique véhicule du pouvoir politique. Si on voulait un poste dans l'administration, fallait maîtriser ce confucianisme d'État.
L'entonnoir idéologique est en place. L'État fabrique ses propres élites. C'est redoutable d'efficacité. Mais je me disais, contrôler la pensée des fonctionnaires, c'est fort. Mais ça suffit pas si on maîtrise pas le récit de ses propres origines, non. Absolument. Pour ancrer un empire dans l'éternité, il faut maîtriser le temps lui-même. Et ça nous amène direct à un passage de nos sources qui m'a fasciné. C'est centré sur Sima-Qian. Dans les notes, on l'appelle carrément l'architecte du temps. Il était Taishu. Grand astrologue ou historiographe. Et c'était pas juste un gras de papier isolé dans sa tour, c'était un poste fondamental lié à la gestion du calendrier et aux rituels cosmiques. Nos documents précisent d'ailleurs que c'était un vrai homme de terrain, un voyageur aguerri. Et la pression sur ses épaules devait être immense. En 104 avant notre ère, il doit réformer le calendrier impérial, la réforme Taichu, pour aligner le temps céleste sur le règne de l'empereur. Et en même temps, il portait le projet hérité de son père, rédiger la toute première histoire universelle du monde chinois. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce projet intellectuel va percuter la réalité politique de façon ultra-violente. En l'an 99, avant notre ère, Sima Qian se retrouve dans une sacrée controverse. Il ose défendre publiquement le général Li Ling, qui avait été vaincu par les nomades, et il fait ça devant le terrible empereur Wu. Une grave erreur tactique. Ouais, la sanction tombe, implacable. Sima Qian est condamné à la castration. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien mesurer ce que ça implique dans la société Han. C'est le péché ultime contre la piété filiale, mutiler le corps reçu de ses parents. C'est la destruction sociale absolue, l'effacement de sa lignée. C'est une tragédie épouvantable, mais paradoxalement, c'est l'acte fondateur de l'historiographie chinoise indépendante. Les sources utilisent l'image d'un seau de jade impérial violemment brisé en deux. La castration a eu un effet psychologique de rupture pour Sima Qian. Ça a pulvérisé toute loyauté servile envers la cour de l'empereur Wu. Il n'avait littéralement plus rien à perdre, quoi. Voilà. Ayant payé le prix ultime pour avoir dit la vérité, son grand œuvre, historique le Shiji, ou Mémoires historiques, est devenu une chronique farouchement indépendante, presque intouchable par le pouvoir. Et la structure de ce Shiji, mais ça donne le vertige. On parle de 130 chapitres d'une complexité folle. C'est pas un récit linéaire de l'an 0 à aujourd'hui, c'est une vraie matrice en 3 dimensions, une base de données antique. L'architecture est une prouesse sans précédent. On a d'abord les 12 annales principaux, les Benji, axés sur les souverains dominants. Ensuite, les 10 tableaux, les Biao, synchronisés avec une précision maniaque pour voir ce qui se passe simultanément partout. Ah oui, c'est super visuel en fait. Exactement. Après, il y a les 8 traités, les Shu, sur l'astronomie ou la gestion des canaux, par exemple. Puis les 30 maisons héréditaires, les Shidia, pour les états féodaux. Et enfin, l'âme de l'œuvre, les 70 biographies, les Liégeoines. Et là, il n'y a pas que des rois. Il y a des généraux, des marchands, des assassins. Tout le tissu social de l'époque, oui. Mais au-delà de l'inventaire, la méthode politique de cette structure est brillante. Sous l'ère Zhou, la Chine, c'était un chaos d'État en guerre. Le tour de force de Sima Qian, ça a été de créer un vecteur historique unique, une ligne inéluctable. En plaçant la dynastie Qin directement dans les annales principales, alors qu'ils étaient détestés pour leur tyrannie. Absolument. En faisant ça, il assume la continuité du pouvoir central. Et, en même temps, il relègue l'histoire des anciens États indépendants de Zhou dans les chapitres secondaires. Psychologiquement, pour le lecteur éduqué, c'est foudroyant. L'Empire unifié n'est plus une anomalie récente, ça devient une fatalité absolue, le sens unique de l'histoire. C'est de l'ingénierie narrative pure, mais il est allé encore plus loin. Comme il gardait sa meurtrissure vis-à-vis de l'empereur Wu, il a glissé un vrai code caché dans son texte, une satire en miroir. La tradition de la critique indirecte, oui. C'est ça. Quand il rédige le chapitre sur Qin Shi Huang, le tyran fondateur de la dynastie précédente, il le décrit comme un paranoïaque, obsédé par l'immortalité physique et manipulé par des charlatans. Et bam, quelques chapitres plus loin, pour décrire son propre souverain, l'empereur Wu, il utilise exactement les mêmes ressorts. Un souverain obsédé par l'immortalité et crédule face aux magiciens. C'est l'équivalent antique d'un tweet passif-agressif magistral gravé pour l'éternité. Le grand souverain éclairé d'aujourd'hui a les mêmes failles pitoyables que le monstre tyrannique d'hier. Les lettrés devaient halluciner en lisant ça. La satire était évidente pour eux, oui. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, l'héritage de Sima Qian est devenu le socle de toute la civilisation politique chinoise. Au 1er siècle de notre ère, Bangu rédige le Hanshu, l'histoire des Han. Il fige la structure de Sima Qian comme norme de l'État. C'est la naissance des 24 histoires, les Zangxi. La règle d'or qui dit que chaque dynastie qui arrive au pouvoir doit écrire l'histoire de la précédente. Exactement. C'est la preuve ultime du transfert légitime du mandat céleste. Cette mécanique a duré 2000 ans. Un seul homme, Sima Qian, a dicté comment un quart de l'humanité allait percevoir son propre passé. C'est fou. Mais tu sais, contrôler l'histoire et unifier la pensée, ça sert pas à grand-chose si les générations futures n'arrivent plus à lire les textes. Et c'est là que nos sources mettent en lumière une vraie crise, une crise linguistique majeure. J'avais pas vu ça venir en ouvrant le dossier.
Ah oui, c'est un point fascinant. Apparemment, sous la dynastie Zhou, le chinois ancien était une langue flexionnelle, complexe, avec des affixes, des prononciations changeantes selon le rôle grammatical, un peu comme les déclinaisons en latin. Mais, inévitablement, cette phonétique s'est érodée. La langue s'est transformée en un système de syllabes isolantes et tonales. Pour donner une image, c'est un peu comme si on passait d'une matière fluide qu'on peut modeler à un système de blocs Lego. Chaque mot est une brique invariable, mais la façon de la chanter détermine le sens. Et le gros problème, c'est la dérive phonétique. Plein de mots qui avaient des prononciations distinctes ont fini par se prononcer exactement pareil. Les homonymes, le cauchemar des lettrés. Oui. À l'oral, le contexte sauve la mise, mais à l'écrit, c'est une catastrophe. Les anciens textes devenaient indéchiffrables. C'est comme recevoir un texto super important sans aucun contexte, ou un mot sur 3 a plusieurs sens possibles. Le savoir antique allait juste disparaître dans l'incompréhension. Pour éviter ça, ils ont pris une décision radicale. Coder la langue écrite. L'invention clé, ici, littéralement, c'est les clés, les radicaux sémantiques. Expliquez-nous comment ça marche parce que c'est brillant. C'est très simple en fait. Pour distinguer des caractères qui sonnent pareils, on ajoute à la base phonétique un petit identifiant visuel. Prenons un caractère dont le son s'est confondu avec d'autres. Si on lui ajoute visuellement la clé de l'eau, le lecteur comprend tout de suite qu'on parle d'un fluide, même si dans sa tête le son est le même que pour un mot qui voudrait dire œil, l'ambiguïté disparaît. Et nos sources soulignent aussi l'adoption du style Lishu, l'écriture d'éclair. Fini les idéogrammes hyper compliqués gravés sur du bronze, le Lishu standardise les traits, les rend géométriques. C'est parfait pour une immense bureaucratie qui doit archiver à la chaîne. Et la conséquence de ça, c'est que l'écriture se déconnecte de la phonétique pure. Un code conceptuel universel. Deux fonctionnaires aux deux bouts de l'Empire peuvent avoir des dialectes tellement différents qu'ils ne se comprendraient pas à l'oral, mais face au même document écrit, bam, ils visualisent le même concept. Ce réseau de communication visuelle a permis un effort de classification inédit. L'Empire avait besoin de normes, donc les premiers grands dictionnaires sont apparus. L'enjeu, c'était pas juste l'orthographe, c'était d'ordonner le monde. Ordonner le monde, carrément. Oui, facile. Prenez le RIA, le plus ancien dictionnaire thématique. Il divise l'univers en 19 sections ontologiques. Le ciel, la terre, l'architecture, etc. Ensuite, on a le Fangyan de Yang Xiong, qui s'attaque au chaos des dialectes régionaux pour recenser les équivalences. Et le monument absolu de la liste, le Shuwen Jiezi de Susen. Ce gars a organisé près de 10 000 caractères, classés méticuleusement sous 540 clés. Une vraie taxonomie du réel. Le code source de la pensée chinoise, sur papier. Et une fois les mots ordonnés, il a fallu organiser les supports physiques. La fameuse bibliothèque impériale, dirigée par Liu Xiang et son fils Liu Xin. Ils ont compilé et édité tout le savoir hérité. On parle de 13 219 rouleaux de bambou. Le poids logistique du truc, c'est dingue. Les centaines de copistes, les lanières de soie. Mais le plus important, c'est leur système de classement. Les Qilus, les 7 grandes catégories. Les résumés généraux, les 6 arts, les maîtres, la poésie, l'art militaire, la divination et l'astronomie, et enfin la médecine. En classant tout ça, il définissait pour toujours ce qui était du savoir légitime et ce qui devait être oublié. Alors qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend un peu de recul? Quand on assemble la philosophie, l'histoire, la langue et la bibliothèque, on obtient ce que le document appelle le plan éternel. La dynastie Han a conçu une matrice complète, l'ADN de la civilisation chinoise, basée sur une triple unification. Une synthèse redoutable. Premièrement, le temps unifié, via l'histoire standardisée de Sima Qian et la tradition des Zhengxi. Deuxièmement, la pensée unifiée, avec le confucianisme d'État de Dong Zhongshu, qui évacue le droit de rébellion. Et troisièmement, l'espace unifié, grâce à l'écriture déconnectée de la phonétique, le style Lishu et le dictionnaire de Xushen, une interface qui traverse les dialectes et les siècles. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et aiment la géopolitique, c'est la leçon ultime. Le vrai pouvoir absolu, c'est pas les armées. C'est la maîtrise du récit historique, la standardisation de la langue et la définition de ce qu'il est acceptable de penser. C'est l'architecture invisible de l'esprit. Cela soulève une question importante pour notre époque d'ailleurs. Ah oui. Oui, quand on voit comment les Han ont forgé ce code universel pour unifier leur monde, ne sommes-nous pas en train de vivre la même chose? Avec un Internet globalisé, les algorithmes, l'intelligence artificielle, les géants de la tech ne sont-ils pas les nouveaux lettrés Han? Waouh, l'analogie est forte. Sans qu'on s'en rende compte, ils construisent la nouvelle interface culturelle mondiale.